Au primaire, une des choses qui m'a donné envie de commencer à bouger puis à sortir dehors, c'est les cubes d'énergie qu'on pouvait récolter en le faisant. Son grand défi évoque pour moi la nostalgie, mais aussi la naissance du goût de bouger et de se dépasser pour plusieurs, incluant moi. Je suis donc honorée de recevoir aujourd'hui Pierre Lavoie pour discuter du rôle de l'activité physique chez les jeunes et de la refonte de la culture du sport qu'il propose dans son livre Faut que ça bouge, coécrit avec Jean-François Harvey. Vous écoutez un balado de Dehors, la branche plein air Urbania, animé par moi-même, sa chef de contenu, Sarah Buzel. Salut Pierre, ça va? Oui, ça va très bien. La Merci route pour du Saguenay? l'invitation. Oui, la route, c'est très bien. Un peu de neige dans le parc de Laurentides, mais on adore ça, la neige. Ben oui, on est au ski, là. Oui, oui, Ouais. le ski s'en vient, là, vitesse grand V. Écoute, on va plonger direct dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas énormément de temps. On te connaît comme une figure de proue dans l'activité physique chez les jeunes et là, tu cristallises ta vision et tes acquis dans ton livre Faut que ça bouge. En gros, ça propose quoi? Ça propose un modèle québécois, donc une approche différente de l'activité physique chez les jeunes pour s'assurer que plus tard, ils soient actifs pour la vie. C'est le but du sport et de l'activité. Il faut le faire tous les jours pour maintenir notre corps en santé. Et on l'a oublié, c'est en cours de route. Et on doit reprogrammer un peu nos systèmes pour être beaucoup plus inclusifs et ramener vraiment l'activité physique à ses vraies valeurs. C'est pour votre corps que vous le faites d'abord. On a mélangé ça avec la performance, avec les Olympiques, les bannières dans nos écoles, parce que là, on se rivalise par la performance. Mais ça crée beaucoup d'exclusion. Avant, on n'avait pas de données. Là, maintenant, on a les données. Fait qu'on les présente dans le livre et on voit que c'est catastrophique. Donc maintenant, si on ne change pas le modèle, ben, on se dirige vers une société où, bien entendu, ça coûte déjà une fortune dans le système de santé, là. Mais c'est surtout pour le bien-être de la personne. Là, on sait que bientôt, les jeunes qu'on a actuellement, dans la quarantaine, auront les maladies de leurs grands-parents. Et la plupart seront malheureusement pris avec des problèmes de santé majeurs. Et ce qui est triste, c'est que ce n'est pas de leur faute. C'est les systèmes qu'ils ont repoussés. Fait qu'on les dénonce dans ce livre. Comment ils ont repoussé les systèmes? Les systèmes ont voulu, justement, on spécialise beaucoup trop tôt au Québec. D'ailleurs, dans le monde, on est vraiment à l'endroit où on spécialise le plus tôt. C'est le Québec. C'est vraiment nous les meilleurs au monde là-dessus. Ouais, Pour vrai? Oui, parce que chez nous, on commence très, très tôt à spécialiser les jeunes. Et ailleurs, on ne fait pas ça. On retarde la spécialisation. On attend que la puberté soit passée, donc 14 ans, 15 ans. Et après, on permet la spécialisation. Puis avant ça, on essaie d'ajouter le maximum de mouvements. Parce que le cerveau, quand vous faites des mouvements, il l'enregistre pour la vie. Si vous le faites 4-5 fois une activité physique, même si tu n'aimes pas ça, ton cerveau l'a enregistré le mouvement pour la vie. Et vu qu'on te spécialise, on ne te permet pas de faire d'autres mouvements que celui où on veut te spécialiser parce que tes parents sont convaincus que tu vas jouer dans la Ligue nationale de hockey ou que tu iras aux Olympiques en ski alpin. Et là, ils te privent ton cerveau de développer d'autres littératies. Et là, les études nous démontrent qu'après le secondaire 5, la grande majorité des jeunes décrochent. Décroche du sport. Du sport, de l'activité. Pourquoi? Les sportifs décrochent du sport après le secondaire 5. Puis ceux qui ne sont pas intéressés du sport, eux, ont décroché entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Donc, on perd 71 des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Le 30 qui poursuit, 50 de ce groupe abandonnera dès l'entrée au cégep. Il restera seulement 15 des jeunes Québécois qui seront actifs pour la vie. Donc, 6 mois, on trouve que ça, c'est un bon modèle. Là. Excusez-moi, là. Ben, c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut changer l'approche, travailler dans un esprit beaucoup plus d'inclusion. Et puis si on réinvente pas la roue, là, ça existe. Là. En Slovénie, c'est le meilleur pays au monde là-dessus. Ensuite, c'est le Danemark, c'est le deuxième meilleur pays au monde. Ensuite, c'est la Finlande, le Japon qui est le 4e. Donc, on a des modèles mondiaux qui nous montrent un peu quoi faire et qui obtiennent des résultats excellents en santé publique et excellents aussi en médaillés olympiques et en sport professionnel. Donc, ce qu'on dit, nous, si tu retardes la spécialisation, tu donnes encore plus de chances que ton jeune soit actif pour la vie. Mais en plus, il y aura plus de chances le jour qu'il va se spécialiser. Son cerveau a beaucoup plus de littératie physique large, donc il sera pas mal meilleur dans son sport. Puis ça, on a plein d'exemples. Le meilleur exemple, c'est Laurent Duvernay-Tardy. Bon, il a atteint le sommet dans la NFL. Ouais. Il a gagné le Super Bowl. Ben, Laurent a commencé à jouer au football à 15 ans. Exactement comme on savais recommande même dans pas. le livre. Puis il a fait 10 sports avant. Puis il m'a dit personnellement, si j'aurais pas fait 10 sports avant pour bien développer mes compétences sportives, avant ma spécialisation, jamais que j'aurais atteint le sommet. Et là, les parents, au Québec, on fait l'inverse. D'ailleurs, tu sais, le sport-études, ça date de l'ère soviétique, là. Ouais. Il y a plus juste le Québec qui fait ça dans le monde. Maintenant, il va falloir le faire évoluer vers le multisport avant 14 ans. Et ensuite, on peut les spécialiser, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas contre la performance, au contraire, là. J'en suis un performant. Mais il y a un bon moment pour le faire, puis les parents ne le savent pas. Fait qu'on a écrit un livre pour bien guider les parents
et les adultes qui travaillent autour des jeunes, parce qu'on leur présente les chiffres. Maintenant, on les a, là. Vos enfants, c'est presque assuré qu'il sera inactif pour la vie. Oui, mais mon enfant fait du sport-études. Justement, c'est lui qui va décrocher. Mais pourquoi les enfants décrochent après? C'est ça, tu disais qu'il y Pour a... l'écœurement, ils sont écœurés, sont tannés, premièrement. Ils sont des fois blessés ou ils viennent de perdre leurs amis. Pourquoi? Parce qu'après le secondaire 5, c'est à nager dans un club de natation. D'ailleurs, c'est ce qui est le drame en natation au Québec. Combien de jeunes qui nagent présentement dans les clubs de natation des villes, il y a plein de parents qui m'écoutent, là, puis il y en a plein dans cette situation-là. Les clubs attrapent vos enfants autour de 7 ans. Et là, on les fait nager 3 fois semaine. Après ça, 4, 5, 6, 7, 8 fois semaine. La jeune fille va commencer à performer entre 13 et 14 ans, puis le garçon entre 14 et 15 ans. Pourquoi? Parce que la fille atteint sa maturité une année avant le garçon. Elle dépasse le garçon entre 13 et 14 ans. Le garçon recule sur elle. Elle nage plus vite que le garçon. Et ensuite, le garçon vient la rattraper à 14 et 15. Et qu'est-ce qui se produit après secondaire 5? Le club n'existe plus au cégep. Ils viennent de perdre leurs amis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient s'entraîner jusqu'à 7-8 fois par semaine parce qu'ils allaient retrouver leurs amis, leur club. Ben, et la rendu au cégep, elle n'existe plus. Seulement les ultra-performants peuvent faire du collégial. Combien de jeunes qui ont nagé dans les clubs de natation au Québec continueront de nager après le secondaire 5? 2%. Et vu qu'ils ont développé seulement une littératie physique aquatique, ils sont inhabiles sur Terre. Donc, leur cerveau n'a jamais développé des mouvements terrestres, fait qu'ils sont inhabiles. Ils savent nager, rien d'autre. Donc, ils décrochent pour la vie. Et vu que c'est des performants, ils n'osent pas aller faire un sport où ils vont sembler être incompétents, ils décrochent. Là, les phénomènes, on les comprend là, maintenant. Il faut arrêter de les imiter, il faut arrêter. Avant de te spécialiser en natation, il faut que tu fasses d'autres choses, d'autres sports, ton cerveau. Après la natation, est-ce que tu sais tes pieds, est-ce qu'ils sont habiles? Est-ce que tu as joué au soccer? Est-ce que tu as joué au hockey, tes mains, au tennis? Tous les mouvements que ton cerveau apprend. Mais là, vous nuisez vos enfants. Je dis aux parents, quand est arrivé le COVID, là, c'est un bel exemple, OK? Les parents sont allés à l'Assemblée nationale manifester après le gouvernement qui fermait les arénas et les gens disaient réouvrez les arénas, nos enfants veulent bouger, ça n'a pas d'allure. On chialait pour Horacio Arruda, puis après le gouvernement du Québec, puis Isabelle Charest aussi, elle n'avait pas facile. Moi, je dis aux parents, écoutez, je comprends, là, votre enfant, là, vous aimeriez ça qu'il recommence à jouer au hockey, mais il pourra aller faire du ski de fond, le centre plein air est ouvert. Ah, mon enfant, il ne sait pas faire de ski de fond. OK. Mais il pourra aller à la piscine parce que les piscines, ils ont gardé ouvertes. Ah, mon enfant, il ne sait pas nager. Mais madame, désolé, là, vous avez rendu votre enfant inactif pour la vie. C'est de votre faute. Vous l'avez spécialisé. C'est la pire des erreurs. Donc maintenant, on comprend comment ça se passe après. Parce ce qu'on veut, c'est que le monde reste actif pour la vie. Là, on dit, OK, quand on regarde les systèmes sont totalement discriminatoires, exclusifs, puis on recherche la performance. Dans les écoles, on commence déjà les bannières à partir du primaire et on veut les gagner, les bannières, puis on veut les accrocher dans nos écoles. Et là, les jeunes ne sont même pas encore développés. Et là, on commence, bien entendu, l'école privée est en compétition contre l'école publique. Et là, on rentre les systèmes de performance et là, on exclut les jeunes qui ne sont pas encore développés. Donc, c'est pour ça qu'on en perd 71% entre le secondaire 1 et le secondaire 3. C'est les systèmes qui rejettent nos enfants. Parce que tout ce que les enfants voulaient, là, c'est avoir du plaisir avec leurs amis. C'est tout. Mais désolé, il faut que tu sois bon. Oui, puis juste bouger, au Mais sens large du terme, sans performer. Tu sais, je pense, tu viens faire du ski dans mon coin, tu sais. Ouais. Ce que j'aime dans la haute route, le ski de montagne, c'est que vous partez en groupe, vous socialisez en montant, vous avez du plaisir à descendant, puis il n'y a pas de compétition là-dedans. Là. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de je suis meilleur que toi, on peut-tu avoir du plaisir? Ben tu bouger dans le plaisir? Vraiment. C'est pour ça que c'est populaire, ce sport-là. Ben c'est un sport qui... Là, ils vont le rentrer aux Olympiques. Ils vont le dénaturer tranquillement, vous allez voir, là. Puis là, il va y avoir des chronomètres, puis là, on va mettre en valeur les champions qui montent vite les montagnes, puis qui descendent le plus vite en bas. Ouais. Arrêtez, on n'a pas besoin de ça, là. Excusez, là. Ben non, mais on fait ça pour être dehors, pour être en forme, puis pour bouger, puis c'est tout, là. Ouais. Puis se rebrancher à la nature. Tu sais, on vient de la nature, les humains. Là. Quand on est en nature, il y a un phénomène intérieur, l'endorphine, la dopamine. Tu es heureux. Puis il y a combien de jeunes qui sont en déficit nature au Québec? C'est plein. Ils sont devant les écrans parce que une fois qu'ils ont été repoussés là, en volleyball puis en basketball parce qu'on les benchait, parce qu'il manquait le service une fois sur deux ou qu'ils n'étaient pas capables d'entrer le ballon dans le panier, là, ben, il finit avec son téléphone dans ce monde virtuel avec ses amis qui, eux leur répondent instantanément. Vous comprenez? C'est notre faute. Là. On n'a pas su protéger nos enfants puis bien les équiper pour être actifs pour la vie. Puis les systèmes qui sont autour, puis les écoles, on leur demande de jouer un rôle beaucoup plus, je dirais, inclusif. Parce que moi, je dis toujours aux gens, vous savez, quand on va à l'école,
Une école, c'est pas fait pour développer des champions dans le sport. Une école, c'est fait pour développer des compétences en sciences, en maths, en histoire, pour être fonctionnel dans la société. Donc, dans l'activité physique, développer mes compétences pour s'assurer que je sois actif pour la vie. Mais là, ils font l'inverse. Là, on fait de la compétition. Là, vous jouez mal votre rôle. Et c'est pour ça qu'on dit, on va faire comme les Scandinaves. Avant 14 ans, on ne touche pas aux enfants. On les laisse développer leurs compétences. Les fédérations peuvent venir aider, mais ils n'ont pas le droit de spécialiser. Puis ils ne le font pas par un intérêt qu'ils soient membres un jour dans leur organisation. Je vais t'apprendre le judo, je vais t'apprendre le volleyball, le basketball. Ils viennent supporter l'école, mais pas de bannière, pas de mesure, pas de comparaison, pas de podium. Mais moi, je me demande, qu'est-ce que tu penses des cours d'éducation physique à l'école primaire? Ben, les cours d'éducation physique qui sont en train d'évoluer. OK, beaucoup. Ils travaillent, là. Ben, moi, puis ils savent, les enseignants d'éducation physique, là, moi, je suis contre la note en éducation physique au primaire quand on a une approche inclusive axée sur les saines habitudes de vie. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais toujours 65 en éducation physique. Okay? Parce que j'attrapais mal le ballon. Et j'étais le pire coureur de l'école, 150 mètres. C'est comme ça qu'on t'évaluait à l'époque. Ouais. Est-ce que vous faisiez le test BBIP aussi à l'école? Non, c'est pas mon époque. C'est arrivé tout de suite après, Okay. les années début 80. Mais ce que je veux dire, c'est que... donc, moi, j'étais classé pas bon en sport. Pourtant, je suis devenu champion du monde en triathlon 3 fois, puis j'ai eu une carrière professionnelle pendant 7 ans. Circuit mondial. C'est fou. Mais le système qui m'évaluait était totalement biaisé, était axé sur ceux qui ont des fibres blancs, des fibres explosifs. Donc, vous savez, génétiquement, on a dans nos muscles avec des fibres blancs et rouges. Les rouges, c'est les fibres courts et d'endurance. Et les fibres blancs, c'est les fibres longs explosifs. Si t'es né avec plus de blanc que de rouge, tu vas être excellente aux 50 mètres, 100 mètres, volleyball, basketball, tous ces sports explosifs et déplacements rapides. Mais si t'es né avec plus de rouge que de blanc, ben, tu vas être pourrite dans tous ces sports-là. Mais excellente dans les sports d'endurance. Et vu qu'à l'école, on mesurait seulement les sports explosifs, ben, il y a 60% des TQ au Québec qui se sont fait déclasser. Il y en a une note négative. Donc, quand tu reçois ta note de 65 en éducation physique, okay, c'est comme si tu serais à l'école puis tu as 65 en mathématiques. Ben, tu n'iras pas en comptabilité. Ben, non. Donc, le message que tu reçois, je ne suis pas bon en sport. C'est pour ça que je compte la note. Je m'en fous totalement à quelle vitesse que les enfants courent. L'important, il doit bouger 1 heure par jour. Qu'est-ce que la performance a à faire là-dedans? Elle n'a pas sa place. Donc, les écoles sont en train d'évoluer, les profs. Au primaire, j'ai plus grand-chose à reprocher. Le système, vraiment, là, l'école, les enseignants font un job inclusif, ils essaient de développer, mais c'est au secondaire. Dès que tu arrives en secondaire 1, là, les bannières commencent à s'installer. Et moi, je l'ai vu, là. Ma fille, j'ai vu son parcours, là. Des jeunes filles, 3 filles de leur équipe se fait bencher toute la fin de semaine parce qu'il manquait le service 1 fois sur 2. Ils ont toffé 2 tournois. Au 3e, il n'était plus là. Ben oui, c'est Puis ça a fait clair, l'affaire à l'équipe ben oui. parce qu'il nuisait à l'équipe pour gagner la bannière qui ramène dans le gymnase. Fait qu'on a exclu les pas bons. Ça se fait par émulation tout doucement. Après les fêtes, normalement, il reste que les bons. Et là, on ramène nos bannières. Et je dis souvent aux gens, ben, plus il y aura de bannières dans votre école, ben, il y a des chances qu'il y ait moins de jeunes qui bougent. Ben Parce que oui. derrière chaque bannière, tu as dû faire de l'exclusion pour la gagner. Ben oui. Derrière chaque bannière, il y a plein de jeunes qui se ramassent juste devant leur écran Ouais, puis ils qui aiment pas, arrêtent de là. Puis là, bouger. ils n'aiment pas. Puis souvent, quand on leur parle adulte, puis là, maintenant, j'ai assez de vécu. Ouais. Puis ils disent, Pierre, moi, j'aurais toujours voulu bouger, mais tu sais, j'étais pas bon en sport à l'école. Quand j'entends ça, là, je dis, OK, là, ça a commencé là. Donc, l'école a un grand rôle. D'ailleurs, je vais rencontrer le ministre de l'Éducation dans quelques jours, dans 2 jours, pour justement parler du sujet, parce qu'il y a le livre. Il est interpellé, bien entendu. Puis c'est qu'on a de l'argumentaire pour convaincre la population générale de changer de modèle. Fait que là, on va mettre beaucoup de pression là, pour le faire évoluer là, dans la bonne direction. Puis c'est ça, justement, quel impact t'espères que ça va avoir, ton livre, sur les systèmes scolaires, sur la société en général? Ben, moi, je pense que tout directeur d'école au Québec, sans exception, devrait l'acheter et le lire, parce que maintenant, ils ont de l'argumentaire. Et ils ont surtout un modèle qui permet de bien faire les choses. Et l'impact, c'est un livre référence. Donc, c'est 500 références qui nous ont permis de l'écrire. Et c'est les vraies données du Québec actuelles. Donc, si vous voulez savoir les écrans au Québec, c'est quoi? Si vous voulez savoir l'obésité au Québec, bien, on l'a. Si vous voulez savoir les sédentarité, et on compare le Québec aux États-Unis, au Canada, à la Slovénie, au Danemark, à la Suède, à la Finlande, au Japon. Et là, tu vois vraiment le Québec où il est situé par rapport aux enjeux qu'on a. Et après, on donne toujours des solutions. On explique le problème, on compare aux autres pays dans le monde, et ensuite, on donne des solutions. Donc, il y a tout le temps des solutions. On chiale, mais on amène des solutions.
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui chiale, mais il n'y a même pas de solution. Mais nous, on amène des solutions. Puis à la fin, il y a un consensus, c'est un modèle québécois. Il faut vraiment créer notre propre modèle. Il faut se dissocier du modèle canadien, qui imite le modèle américain. Parce que nous, en passant, on est des Américains. Puis ce qui influence toutes nos activités, dans l'activité sportive, là, c'est les Américains. Donc, puis maintenant, il faut s'en dissocier. Les Américains, bien entendu, ils performent très bien aux Olympiques. C'est eux qui ont gagné le plus de médailles. Ils en ont gagné 132 à Rio, puis 125 à Tokyo. C'est énorme. Ben, c'est le pays qui gagne le plus de médailles. Mais c'est en même temps la société la moins en forme au monde. Mm. Comment la société la moins en forme au monde peut remporter le classement des médailles olympiques? C'est parce qu'ils font de l'exclusion. Ils veulent pas les pas bons. Vu qu'ils ont 360 millions d'habitants, ils concentrent les bons, et là, ils popent une médaille. Et là, quand ils nous font le cinéma, on dit « Waouh, ils sont vraiment les meilleurs au monde, les Américains. » Mais quand on regarde derrière la scène, c'est une catastrophe nationale en santé publique. Il faut arrêter d'imiter ces modèles. Et le Canada, bien entendu, les Canadiens, ils trippent ces Américains. T'sais, ils s'habillent comme les Américains, ils écoutent la télévision américaine. Nous, en Amérique, on est capable de contrôler notre destinée un peu plus. Puis je pense que le Québec est prêt à faire son propre modèle, comme on l'a fait dans les garderies, comme on l'a fait dans plusieurs sphères. Et je pense que dans l'activité physique, maintenant, on a assez de données pour dire, OK, maintenant, on met en place un modèle qui est beaucoup plus efficient pour les jeunes et moins discriminatoire. Ben oui, puis un modèle plus égalitaire pour que toute la société soit en forme, puis pas juste une élite performante. Exact. Ouais. Exactement. Puis c'est parce qu'en bout de ligne, vous savez, le système de santé a atteint le 22 mars dernier 59 milliards. L'année d'avant, il était à 44 milliards, 51 milliards 200 millions. L'année d'avant, il était à 44 milliards 600 millions. Puis en 2019, le budget de la santé au Québec était de 39 milliards. Écoutez bien, 2019, 39. Là, l'an passé, le budget 2023, était de 59. Là, je ne sais pas si vous le savez, là, ça diminuera pas. Là. La population vieillit et demandera de plus en plus de soins dans les 12 prochaines années. Et là, on a déjà atteint 50 % de tout le budget de l'État qui va en santé. Donc, ça devrait atteindre inévitablement 70 % de tout le budget de l'État qui sera dirigé vers un système de santé où, quand on regarde les gens qui sont hospitalisés présentement, là, 80 % des gens qui sont dans les hôpitaux présentement, là, c'est dû à des maladies qu'on aurait pu éviter par des comportements responsables. Vu qu'on ne fait pas de prévention, ben, le prêt à payer pour ça, ben, c'est des masses de gens qui rentrent dans le système beaucoup trop tôt. Tu sais, au Québec, l'espérance de vie est très élevée, mais l'espérance de vie, qualité de vie, c'est une des plus basses au monde. Ça veut dire que nous, les Québécois, on tombe malade entre 12 à 15 ans avant de mourir. Les Scandinaves, eux, tombent malades entre 6 et 7 ans avant de mourir. Donc, ils rentrent dans leur système de santé beaucoup plus tard que nous, parce qu'ils ont des bilans santé publique extraordinaires. Ils font bouger le monde pour les bonnes raisons. C'est pas axé sur la performance, puis ils n'abandonnent pas les jeunes qui veulent bouger pour le plaisir. Ils ont deux systèmes, performance et plaisir. Oui, puis ils vont beaucoup dehors aussi, non? Ils font des cours profitent. d'éducation physique dehors, des randonnées, des choses comme ça. Au Québec, ça a commencé avec le COVID. On a vu là, un engouement pour l'extérieur. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis d'ailleurs, la Miss Charret a décidé d'ouvrir maintenant, c'est le sport, loisir et plein air. Donc, ce côté-là, elle l'a accaparé aussi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Là. Ben ça va oui. aider probablement à développer des projets où on sort les jeunes puis la population à l'extérieur. Ça. Ben oui, parce qu'en plein air, je pense qu'il y a beaucoup moins cette culture de la performance-là. Mettons, en randonnée, là, tu peux pas faire de la performance. Mais moi, je pense qu'à l'extérieur, ce qui nuit le plus, là, OK, Ouais. c'est Météo Média. Oui, parce qu'ils annoncent toujours une catastrophe. Ben non, c'est toujours en train de... Parce qu'ils veulent monter leur code d'écoute, là. Surveillez bien, il va se passer, parce qu'ils n'ont pas intérêt à dire il va rien se passer en fin de semaine, il va faire beau de la fin de semaine. Écoutez-nous pas. C'est pas bon pour le code d'écoute. Donc, on nous annonce facteur éolien, facteur ci, facteur ça. Là, quand tu veux placer la publicité, ben, tu le places à Météo Média. Il y a 8 millions de personnes qui écoutent ça. Là. Ben ouais. Fait que c'est là, tout le monde écoute ça, tu sais. Tu dis, ben non, c'est n'importe quoi. Les matins, je me lève, parce que moi, je suis toujours à l'extérieur. Ouais. Oui, mais là, c'est parce que quand tu es dans le bois, les facteurs éoliens, ils marchent pas, là. Il y a des arbres Là, qui oui, bloquent. c'est ça, arrêtez, là. Mais bon, tous ces éléments viennent freiner et donnent peur. Donc là, tu te rends compte qu'une société, tout doucement, avance vers la sédentarité. Puis quand arrivent les indicateurs, ça prend des années. Là, arrivent les indicateurs, mais nous, on les a ramassés dans un livre. Parce que ça n'a jamais été fait, un travail comme celui-là. On avait toujours des petites études d'un bord et de l'autre. Là, maintenant, on a fait affaire avec les universités québécoises. Et on a eu les données, puis on a pu les permettre, les comparer aux autres données qu'on voyait à l'international. Ça permet d'avoir un livre choc. Quand on lit les 75 premières pages, ça, c'est l'état des lieux. Ça, c'est pas le fun à lire. Là, OK, là, tu as vraiment l'heure juste. Là. Sur les écrans au Québec, je te donne un exemple. Là. Ouais. Une jeune fille aujourd'hui, là, OK? Le garçon, un petit peu moins. Il voit un petit peu moins ses écrans que la jeune fille. Là. Mais une jeune fille entre 15 et 21 ans, actuellement, dans son temps éveillé. Ça veut dire qu'elle ne dort pas. Donc, quand elle ne dort pas, elle passe combien de temps sur son téléphone par jour, en moyenne, au Québec?
10 heures? 84 de son temps. C'est combien d'heures, ça? C'est 84 de ton temps. Donc, il reste finalement 16 de son temps pour l'école, ses amis, puis faire du sport. Donc, il reste pas assez de temps. Ouais. Donc, les écrans, mais c'est mondial en passant. C'est pas juste le Québec, là. Vous allez voir dans le livre, c'est mondial. Même les pays scandinaves sont en train de piquer du nez dû aux écrans. Le COVID est venu amplifier le problème. C'est que les parents, vous arrachez tous les cheveux présentement. Même si vous étiez une famille active, vous voyez comment l'effet du téléphone a sur votre enfant. Là, on propose des solutions, bien entendu, qui va vous aider. Je vous donne juste un exemple. Votre téléphone devrait toujours être en noir et blanc de vos enfants. Donc, s'il est en couleur, il est attractif. Quand il est en noir et blanc, il est moins attractif. Je pense que tu coupes 10 de temps d'écran juste en un écran. On donne plein de petits trucs comme ça qui viennent vous aider à être moins sur le téléphone que... Puis on est pareil, là, c'est pas juste nos enfants, nous aussi. Ben non, c'est mais ça, les jeunes, après ça fléchit. À 23 ans, là, ils sont un petit peu moins sur l'écran. Ça va descendre un peu. Donc, c'est un livre qui est le fun à lire parce que ça donne beaucoup d'argumentaire lors des soupers de Noël pour discuter en famille. Ben oui, puis ça donne des trucs aussi plus concrets. C'est pas juste un état des lieux, c'est justement, comme tu dis, des solutions, puis un modèle sur lequel on pourrait se baser pour intégrer ça pour vrai dans la société. Puis moi, je me demande, tu sais, comment ça s'inscrit dans la continuité de ce que tu fais depuis des années avec le Grand Défi, avec les cubes d'énergie? Comment ce livre-là s'inscrit dans ta grande mission? C'est une bonne question. C'est carrément la suite. Ouais. Parce que tu peux faire bouger le monde, créer des événements, embarquer les médecins. On a quand même 9800 médecins qui prescrivent la marche avec nous, avec 106 marches organisées à travers le Québec. Les cubes énergie encore qui fonctionnent très bien. Le 1000 km qui amène de l'argent dans les écoles. 30 millions ont été remis dans les écoles primaires défavorisées. Mais quand on regarde vraiment, là, il restera toujours des gens à convaincre. Et pour les convaincre, ça prend de l'argumentaire. Et un livre, il n'y a rien de mieux que ça parce que là, tu as les données. Après, il y aura un documentaire, inévitablement, parce que pas tout le monde lit. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent. Donc, un documentaire, inévitablement. Et par la suite, là, j'ai commencé à le faire, allier tout le monde, les fédérations sportives, pour travailler ensemble sur le modèle québécois. Et ensuite, on atteint un momentum politique. Donc, le bon ministre au bon moment, ou le bon parti au bon moment. Et ça va falloir pas passer. C'est inévitable. Là. Ce sera la fin, finalement, pour moi. J'aurais fermé la boucle le jour où le modèle québécois sera implanté. Parce que là, maintenant, les jeunes qui faisaient des cubes énergie, quand je voyais qu'au secondaire, on scrapait tout ce qu'on avait fait, là, c'est pour ça que j'ai commencé à dénoncer ce qui se passait au secondaire, les systèmes qui étaient là. Puis là, maintenant, tout le monde a réfléchi, puis tout le monde est d'accord. En passant, toutes les fédérations sportives au Québec là, se sont ralliées derrière l'idée de retarder la spécialisation après 14 ans. Ils se sont ralliés. Ça m'a pris 2 ans, là, mais ils sont là. Quand même, oui. Mais là, ils ont besoin d'aide et de financement. Ça, là, on connaît leurs problèmes, puis qu'on travaille ensemble pour essayer de créer un modèle vraiment efficace. Là, OK, fait que c'est ça qui manque. Les prochaines étapes, dans le fond, ce serait de recevoir du financement. Ouais, puis politique. Ouais. Tu sais, politique, parce que il faut quand même que tu sais, un gouvernement qui change, qui impose un changement. Quand les gens ne sont pas prêts, il se fait toujours mettre dehors aux prochaines élections. Il faut que tu prépares la population à accepter une mesure contraignante. Ça, c'est ma job. C'est de convaincre les gens qu'on doit tourner. Mais c'est pas contraignant, c'est pour leur... Ben, c'est contraignant parce que tu changes tes habitudes. Tu sais. Ouais. Là, il faut que tu fasses autre chose que, là, il faut que je sorte mes enfants dehors. Là, c'est important, là, 0-6 ans, Pierre nous le dit, là, 80% de la littératie physique globale de vos enfants se développe avant 6 ans. Donc là, il n'est pas à l'école, il est chez vous, à la maison, puis dans le CPA. S'ils font pas bien leur job, on vient de voir une étude qui est sortie, là, ben, les jeunes de 0-5 ans, là, c'est 21% des jeunes qui bougent assez. Là, on a un problème. Ça veut dire qu'ils arrivent en déficit au primaire, et là, votre enfant arrive inhabile. Et quand on va lui proposer des sports, immédiatement, il va s'apercevoir inhabile, il aura un parcours différent de l'activité physique. On l'a perdu. Pas à cause de l'école, parce que le 0-6 ans n'a pas bien été fait par les parents. Oui, fait qu'il faut développer la littératie physique le plus tôt possible pour s'assurer que les gens aiment bouger plus tard. Pour que les gens comprennent bien, là, c'est que les mouvements globaux, okay? Lancer, botter, frapper, se glisser, culbuter, ça se développe avant 6 ans. Si votre enfant ne l'a pas développé, à Montréal, c'est très difficile. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on a une butte de neige derrière une école à Montréal, on l'enlève parce qu'on la trouve dangereuse. Mais si vous venez à Saguenay, nous, les buttes de neige sont obligatoires dans toutes les écoles. Je suis sérieux, là. Obligatoire. Obligatoire. Tu es obligé d'en avoir 3 même. Il y a un premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Elle est construite pour être sécuritaire et chez nous, ils sont obligatoires. Donc, chez nous, nos enfants développent très bien leur littératie physique globale. Quand tu vas le comparer à un jeune de Montréal, ben, il est inhabile, il arrive dans un sport, il a de la misère avec son équilibre. Il ne l'a jamais développé.
Et c'est très difficile après de le développer. Donc, une partie de la vie, là, la plus importante, là, c'est le 0-6 ans. Puis ça, c'est dans le cours des parents. Puis les parents, là, je vous le dis, là, quand vos enfants restent à la maison sur leur téléphone, puis quand vous enlevez les bulles de neige dans les écoles de votre quartier, vous rendez vos enfants inhabiles à être actifs pour la vie. C'est hyper. Puis là, c'est très bien écrit dans le livre et documenté en passant. J'espère que ça va aider à faire changer quelque chose, puis qu'il y a des parents qui nous écoutent qui vont faire sortir les enfants. Écoutez, moi, je pense que les mamans enceintes là, qui accouchent, on leur donne toujours le livre qui est Naître et grandir. Ouais. Sérieusement, il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre, ils m'ont dit, Pierre, il faudrait vraiment l'avoir. Dès qu'on a un premier enfant, on le lit, on sait exactement quoi faire. Parce que le 0-6 ans, là, ça tombe dans sa cour. La maman, elle, ce qu'elle veut, là, c'est le bien-être pour son enfant. Elle veut surtout pas le priver de quelque chose qu'elle ne savait pas, qu'elle échappe. Quand tu lis le livre, là, tu sais exactement quoi faire. Et là, les pièges, on les montre, qui sont dangereux pour les enfants. Qui font en sorte que peut-être qu'ils seront inactifs pour la vie. Moi, je l'ai acheté, le livre, à ma tante pour Noël. Ma tante qui est maman, qui veut que ses enfants bougent, parce que je trouve que c'est tellement important. Puis justement, d'avoir des discussions avec toi, ça m'a fait réaliser à quel point c'est important de prendre conscience que c'est dès la tendre enfance que ça commence pour développer des saines habitudes pour la vie. Merci, Pierre, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Oui. Si les gens à la maison veulent se procurer ton livre, il est disponible dans toutes les librairies. C'est une lecture que je recommande fortement pour tous ceux qui souhaitent faire place au mouvement dans leur vie et celle de leurs enfants. Si vous avez aimé cette discussion, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Sarah Buzel pour Dehors par Urbania. Retrouvez-nous très bientôt pour un prochain épisode. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.